Merci. Excusez-nous pour les problèmes techniques. On va tenir le timing, c'est ce qui est important pour vous. Merci d'être là aujourd'hui. On va vous parler de WeSuccess. Le titre s'appelle « Au-delà des frontières du co-développement professionnel ». On va vous expliquer pourquoi ce titre est énigmatique. Juste avant, on se présente rapidement. Je m'appelle Karim Elzein. Je travaille dans un groupe qui s'appelle SBT Humans Matter. SBT Humans Matter, c'est une entreprise qui délivre des prestations. C'est un groupe français, on est une centaine de personnes. On délivre des prestations pour les entreprises et on se base sur deux piliers. L'un qui est le digital et l'autre qui sont les neurosciences cognitives. Donc si vous avez... Enfin, moi j'ai vu l'agenda de cet après-midi, je pense qu'on est dans le thème. On les délivre de quelle manière? Sous forme de prestations de services. On fait du conseil, on fait de la formation, on fait du développement individuel et collectif. Et également en délivrant des produits WeSuccess, que vous avez vu dans le titre, et le nom d'un produit. Et c'est autour de ce produit-là qu'on va vous raconter quelque chose aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien, que je laisse se présenter. Bonjour, le micro marche, il me semble, ça y est, oui. Bonjour à tous, Sébastien Alain, et je travaille chez SBT comme directeur de l'expérience utilisateur. Et j'ai notamment participé à l'élaboration de ce dispositif que vous allez découvrir. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui? On va commencer par là. Il y a deux choses qu'on ne va pas faire. On ne va pas vous faire un cours de co-développement professionnel. C'est clairement pas le but. Peut-être que les gens qui sont là aujourd'hui sont venus nous voir parce qu'on avait parlé de co-développement professionnel. Vous le connaissez, vous le pratiquez, vous en avez entendu parler. Juste parce que vous êtes curieux. On ne va pas vous faire un cours, même si on va revenir rapidement sur la démarche et comment ça se présente. On ne va pas non plus vous faire une démonstration de l'outil. Ici, vous avez une capture d'écran de l'outil. On se servira de quelques captures d'écran à la fin de la présentation, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'était notre parti pris, c'est vous raconter les origines de WeSuccess, l'histoire derrière WeSuccess, comment est-ce qu'on a créé cette solution, la démarche de conception, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et ce qu'on a appris au fur et à mesure de la création de cette plateforme au travers d'un cas client. Donc, pour avoir un cas client, il nous faut un client. Voici son contexte. Alors, je ne vais pas citer le nom parce que malheureusement, ils n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui. Voilà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une entreprise française, plus de 10 000 collaborateurs avec une grande partie en France, plus de 300 sites sur la France. Ils sont dans un secteur où, c'est pas très original, mais il y a de fortes pressions sur les coûts, un besoin d'efficacité, voilà, toujours renouvelé, donc il faut trouver des solutions un peu innovantes, notamment pour mieux collaborer, et puis aussi pour désiloter. 300 sites sur l'ensemble de la France, c'est important, et ça engendre des problématiques de silos, de comment mieux travailler ensemble, comment apprendre les uns des autres. L'autre volet important de ce contexte-là, c'est leur réelle volonté d'innover dans leur pratique, mais aussi dans les démarches de faire évoluer leurs collaborateurs. C'est une entreprise qu'on accompagne depuis longtemps sur des sujets de stratégie, sur des sujets de stratégie RH, de formation. Et là, le dispositif qu'on leur a proposé est basé sur le co-développement professionnel, et c'est ce qu'on a voulu tester avec eux. Donc, je vous ai dit que je ne vous ferai pas un cours sur le co-développement professionnel, mais j'ai quand même besoin de vous en dire un mot. Ici, c'est une citation d'Adrien Payette et Claude Champagne, qui sont les auteurs de la méthode. Ce sont des Canadiens, des Québécois, pour être exact. Et la définition, on l'aime bien parce qu'elle reprend vraiment l'essence même de ce qu'est le co-développement professionnel, qu'on appelle aussi codev. Peut-être je vais utiliser le terme codev aujourd'hui. Le groupe de co-développement professionnel, donc c'est un groupe, ça réunit généralement pour nous 6 à 8 personnes. C'est une approche, et donc le terme utilisé approche, c'est pas un process, même si c'est cadré, pour des personnes, donc on met l'humain au centre, c'est vraiment pour des individus, qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d'améliorer leur pratique. Donc ces mots-là sont importants, croient pouvoir apprendre, donc c'est une approche qui nécessite beaucoup d'empathie, beaucoup de confiance entre les personnes qui font partie de ce groupe-là, et qui apprennent les unes des autres. Donc elles apprennent en pair, via leur pair,
et ce n'est pas une formation qui vient de l'externe. Afin d'améliorer leur pratique, on va parler de problématiques qui sont propres à chacun des collaborateurs, mais qui sont en lien avec leur travail. Ce n'est pas des problématiques professionnelles qu'on aborde via un groupe de co-développement professionnel ou de codev. C'est le deuxième slide sur le codev, après on arrête. Juste cette illustration-là de la démarche, elle est structurée, il y a 6 étapes. Je ne vais pas revenir sur les différentes étapes, mais ça commence par un exposé de la situation, de la problématique d'un client et sa clarification. Et ça va jusqu'à la synthèse et un plan d'action de solutions qui auront été trouvées par le groupe, adaptées à l'individu qui va exposer sa problématique, et qui termine par un bilan, voilà, avec l'appréciation de la séance et les apprentissages qui sont générés. Pour ceux qui connaissent un peu le design thinking, ça a des similitudes avec des approches de design thinking. On est sur l'empathie, on alterne des moments de divergence, de convergence, de créativité, de réflexivité à la fin. Et donc c'est une démarche qui généralement, ces 6 étapes se passent entre 1 heure, 1 heure et demie. On réunit, voire 2 heures parfois, on réunit 6 à 8 personnes entre elles. Et il y a 3 rôles importants à connaître. Il y a un animateur qui est là pour faire en sorte que la séance se passe, et une personne parmi le groupe qui va amener sa problématique. À la fin de la séance, généralement, la personne qui a amené sa problématique redevient un participant comme un autre, et un autre prend sa place et va ramener sa propre problématique. Et donc on tourne. Donc généralement, si on a 6 participants, on fait 6 séances pour que chacun des participants puisse amener sa problématique. Donc on a déployé ça avec eux. On est parti sur 2 groupes, un groupe de managers, un groupe de collaborateurs de centre de relations clients. 5 managers de mémoire et 6 collaborateurs de centre de relations clients. Donc comment ça se passe? On les réunit ensemble. Généralement, on les réunit au cours d'une même journée et on fait plusieurs séances d'affilée. Pourquoi? Parce qu'on maximise le temps passé ensemble. Déplacer les gens, c'est pas toujours simple. Et donc, on aligne les séances. Pour ceux qui pratiquent le codev, vous savez que ça marche vraiment bien. Il y a beaucoup d'apprentissages qui sont générés. Il y a un esprit de groupe qui est créé, qui permet de continuer derrière et de rebondir là-dessus. Et également, ceux qui ont fait des séances de codev pendant toute une journée savent que la première séance se passe très bien. La 4e, elle est un peu fatigante. La 6e, les gens sont au bout du rouleau. Donc, c'est le contexte dans lequel on a réalisé ces 2 premiers groupes. Je vous ai dit, ça, vous connaissez le codev, pour ceux qui le connaissent, ça fonctionne très bien. Et donc on a été confronté, une fois qu'un pilote a été lancé, à la problématique. Qu'est-ce qui se passe après un pilote? Quand ça fonctionne, on déploie. Et donc il a fallu passer à l'étape de scale-up. Comment est-ce qu'on passe de ces 2 groupes-là à beaucoup plus de groupes? Je vous l'ai dit, 10 000 collaborateurs, près de 300 sites, même si on ne touche pas tout le monde, même si on n'a pas l'ambition de toucher tout le monde, comment est-ce qu'on fait pour aller faire du scale-up? Et là, on est frappé par une problématique de logistique. Comment est-ce qu'on fait en sorte de maximiser le temps passé ensemble, parce que ça va coûter cher de mobiliser les gens, de déplacer les gens. On veut désiloter, donc on veut faire en sorte que des gens du nord de la France travaillent avec des gens du sud de la France. Où est-ce qu'on les réunit? Combien de temps? À quelle fréquence? Et ça, c'est une vraie problématique pour le codev, ou pour toute formation présentielle. Comment est-ce qu'on démultiplie? Donc pour les formations présentielles, on est passé sur du e-learning. Pour le codev, on n'a pas de solution. Donc on a testé avec eux la manière la plus simple pour commencer. On s'est dit qu'on allait le faire par téléphone. Ça paraît évident, ça ne coûte rien. On réunit les gens, une conf call, tout le monde se connecte, l'animateur d'un côté, les participants de l'autre, et ça tourne. Je ne vais pas vous cacher qu'on n'a pas été au bout. On a lancé ça avec 2 groupes aussi. On n'a pas été au bout des 2 groupes. Pourquoi? Parce que l'animateur était épuisé après une séance, 2 séances. C'est beaucoup d'efforts pour engager les participants. Travailler à l'aveugle, donc il ne sait pas pourquoi est-ce que personne ne répond. Il ne voit plus les gens, il n'a plus de prise sur eux. Donc il a un effort constant de relancer, de faire en sorte que les gens ne se coupent pas la parole, qui est très difficile. Et du point de vue des participants, quand on a mesuré la qualité de ce qui a été fait, on a été confronté à une moindre quantité des apports. Donc il y a moins de choses qui étaient proposées à la personne qui amenait sa problématique, et moindre qualité. Quand les gens proposaient des apprentissages ou des solutions, des actions, les qualités étaient moins poussées qu'en présentiel. Donc on a arrêté parce que ça ne fonctionnait pas.
Et on est passé derrière sur une solution qui paraissait pouvoir répondre à leurs problématiques. Ils étaient équipés d'un logiciel de téléconférence de visioconférence type Skype. Et on a lancé encore une fois 2 groupes autour de la visioconférence. Là, ça a mieux marché. Puisqu'on a eu des retours positifs sur les meilleures interactions qu'on avait qu'avec la solution téléphonique. Les gens se voient, et c'est important que les gens se voient, parce qu'on peut comprendre pourquoi quelqu'un ne répond pas. On peut voir à la tête de quelqu'un qu'il y a un problème, ou qu'au contraire, la solution qu'on nous propose est satisfaisante. Par contre, on a eu toujours des difficultés à avoir le même taux de satisfaction qu'en présentiel, notamment sur un point important qui était il n'y a pas de mémoire de ce qui est échangé, il n'y a pas de capitalisation. En présentiel, ce qu'on faisait, c'est qu'on distribuait ce qu'on appelle des fiches réflectives, donc du papier, les gens notaient et à la fin repartaient avec leur plan d'action. Là, on n'a plus ce contrôle-là à distance via Skype. On a essayé différentes solutions, mais les gens trouvaient toujours qu'une fois que c'était terminé, la discussion était bien et c'est tout. Alors qu'en présentiel, on avait créé une dynamique et on avait réussi à capitaliser derrière. Donc, on n'était pas désespéré, mais on s'est quand même posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que le co-développement professionnel, on ne peut le faire qu'en présentiel, et du coup ça nécessite un énorme investissement si on veut faire du scale-up, mais ça peut valoir le coup. Ou est-ce que le co-développement professionnel, ça répond à des besoins ponctuels et on ne peut pas passer à l'échelle. Alors nous, on ne s'est pas arrêté là et on a eu la chance en fait de travailler avec 2 personnes. Alors pour ceux qui se rappellent de la première citation, il y a Claude Champagne qui est un des co-auteurs de la méthode, qui travaille avec nous depuis le lancement de WeSuccess, et Michel Desjardins, qui est lui aussi québécois. Donc on a 2 représentants du Québec, qui est le fondateur de l'Association québécoise du co-développement professionnel, du CODEV. On les a rencontrés, on a exposé notre problématique et on leur a dit qu'est-ce que vous pensez d'un dispositif digital pour faire du CODEV, au départ un peu réticents, et puis ils nous ont dit ok, si on y va, on le fait avec vous. Et on essaye de garder l'essence même du CODEV et d'aller au-delà. Je reviens un peu sur le titre, au-delà des frontières du co-développement professionnel, parce qu'on a voulu aller au-delà de ce qu'apportait la démarche. De là est né WeSuccess, donc ça c'est la plateforme WeSuccess. On ne va pas vous faire une démonstration de la plateforme, juste 2 points pour vous montrer à quoi ça ressemble. D'un côté, on a voulu garder la vidéo, donc c'est-à-dire ce qui avait bien marché des expériences qu'on avait vécues au travers de la visioconférence. Et à gauche, on a essayé de rajouter tout un tas d'interactions, de supports aux interactions entre les individus pour répondre à différents points. Ça, on l'a fait en s'appuyant sur la méthode, sur les apports de Claude Champagne et Michel Desjardins, mais également sur, je vous ai raconté qu'SBT était spécialisé dans les neurosciences cognitives, donc sur ce qu'on savait, nous, de quelques apports de la neuroscience. Je vais laisser Sébastien enchaîner sur ce point-là, justement. Peut-être avec ce micro pour continuer. Il était important qu'on vous fasse voir, ça y est, vous avez vu à quoi ressemble la solution. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans comment on s'y est pris pour arriver à ça. Et pour revenir à l'élément fondamental, l'objectif, c'est le partage de bonnes pratiques. C'est aussi des apprentissages. L'apprentissage. Alors, vaste sujet par rapport aux sciences cognitives. Et si on revient à l'élément fondamental de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le conflit cognitif. Je suis frappé par un problème et je vis un conflit qu'on appelle aussi conceptuel. Je fais face à des données qui contredisent mon mode de fonctionnement, mon mode de pensée, que je n'arrive pas à résoudre, à résorber instantanément. Je suis face à un dilemme, je suis bourré de doutes, je suis dans une phase assez désagréable, mais en gros, propice à l'apprentissage. Il y aura apprentissage s'il y a progrès cognitif. Alors, progrès cognitif, qu'est-ce que c'est? Deuxième petite définition. C'est le passage d'un état stable, où on croit justement maîtriser son périmètre, à un autre état, de nouveau stable, mais entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai appris face à ce problème, à le régler, et donc j'ai appris quelque chose de supplémentaire. Et quand il y a progrès cognitif, on parle d'un processus d'accommodation, c'est-à-dire que j'ai reconfiguré mes chaînes de pensée, et il y a eu ce qu'on appelle une régulation par équilibration majorante.
Le terme, comme ça, paraît un peu barbare, mais assez intéressant, parce qu'il y a l'idée de retrouver l'équilibre, et majorante, je passe d'un stade à un autre, je passe un cran supplémentaire. Alors voilà, ça, ok, c'est la base de l'apprentissage. Je pense que très nombreux parmi vous sont déjà au fait de ça. Je vais rajouter une petite couche par-dessus que vous allez aussi reconnaître, qui est que, ok, là c'est un problème cognitif, mais comme on parle de travailler et d'apprendre avec des gens, il y a une part sociale qui s'ajoute. Cette fois-ci, on passe donc du conflit cognitif au conflit socio-cognitif. Et comment on le définit? C'est assez simple. On dit qu'il y a un double déséquilibre cette fois-ci. Il y a toujours le déséquilibre cognitif, c'est-à-dire qu'il y a un problème, je fais face à un problème, mais il y a aussi un deuxième déséquilibre qui, celui-ci, est social. Je suis avec des personnes, entouré de personnes, et donc potentiellement, le regard de ces personnes, la manière d'interagir avec elles peut amener ce déséquilibre. Et à ce moment-là, on parle d'un désaccord interpersonnel quant à la réponse à donner à ce problème qui se présente. Le conflit socio-cognitif, il a deux grands types de déclencheurs, on va dire, de déclencheurs. Soit, en gros, on a plusieurs personnes menant des actions autour d'un objet commun, et parce qu'elles interagissent ensemble autour de cet objet, elles vont se rendre compte qu'elles n'ont pas le même point de vue, elles ne fonctionnent pas pareil, et ça crée un désaccord. Soit elles sont en interaction par l'intermédiaire d'un dispositif. Et quelque part, avec WeSuccess, on réunit ces deux déclencheurs. Alors, conflit cognitif, conflit socio-cognitif, très bien, ce sont les bases, c'est comme ça que ça marche. Super si on arrive à le générer, c'est le but du jeu, c'est de mettre dans une situation où on va apprendre. Encore faut-il derrière en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il soit constructif. Parce que le conflit, je peux clairement le fuir. Ça me pose un problème, je suis dans une situation inconfortable, je ne fais pas face au problème, je me retire de la situation. Conflit socio-cognitif, alors là c'est un peu plus difficile de se soustraire à ce déséquilibre parce que je suis entouré de personnes. Et donc je suis plutôt encouragé à résoudre le problème. Point très positif de la méthode et de l'approche déjà du co-développement. On peut dire que c'est un fondement. Bon, mais reste encore à orchestrer ces conflits sur le long terme. Et là, je vais vous lister quelques principes qui sont des grands principes de sciences cognitives qui nous permettent de penser la manière d'orchestrer les conflits socio-cognitifs. Et vous verrez juste après la manière dont on les a implémentés dans la solution pour satisfaire à la fois ce client qui avait ce besoin très particulier et plus largement avoir une réponse durable à ce problème. Une première chose que nous apprend les sciences cognitives, c'est qu'une réponse d'autrui divergente à la nôtre face à ce problème, et même si elle est fausse, alors là je souligne la chose, même si la réponse de l'autre est fausse, elle peut apporter des éléments pour comprendre et progresser. Fantastique. On ne parle pas le même langage, on dit des choses différentes, même fausses, mais ça peut m'aider à progresser moi, donc à apprendre. Le principe qui découle derrière, il est assez évident, il faut libérer la parole. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas sûrs de savoir, c'est pas bien grave, il faut qu'elles s'expriment, et même si ce qu'elles disent n'est pas tout à fait en ligne avec potentiellement le problème, libérer la parole permet de déclencher du conflit socio-cognitif. Ensuite, un autre apport des sciences cognitives, l'attention des personnes doit se porter autant que possible sur le problème et non sur les personnes qui soutiennent le problème. Le risque, sinon, c'est de rentrer dans un conflit qui est purement relationnel. C'est entre toi et moi que ça se joue, et le problème, on l'a complètement oublié. Le principe qui va avec, c'est d'avoir une méthode. On ne laisse pas les gens se dépatouiller avec un problème. Troisième donnée importante, c'est que les conflits socio-cognitifs et la compétition, alors là, clairement, ça ne fait pas bon ménage, parce qu'il y a un besoin fort pour que ce conflit socio-cognitif soit constructif, qu'il y ait une réciprocité. S'il y en a un qui se sent écrasé dans un coin par rapport au problème, alors lui, c'est sûr, on l'a perdu, et celui qui se pense dominant, il n'aura rien appris non plus. Le principe qui va avec, promouvoir la coopération, chose extrêmement importante. Ensuite, la capacité d'écoute et les modalités d'accès à autrui prédisent l'augmentation des connaissances au sein d'un groupe. Ça, ce sont des études assez récentes dans le domaine de l'intelligence et de l'intelligence de groupe, l'intelligence collective, qui nous amène à un principe qui est qu'il faut pouvoir capter les ressentis. Il faut pouvoir sentir ce qui se passe chez l'autre. On en reparlera dans un instant, mais ce que tu disais déjà, Karim, par rapport à la vidéo et Skype, c'est une première réponse. Un dernier principe, il y en a plus que ça, mais aujourd'hui on vous en expose 5.
à la croisée des idées et de l'affect, donc entre le plan des idées purement, le problème, et l'affect, c'est-à-dire la question de la relation entre les personnes, les conditions les plus favorables sont la coprésence d'une forte contradiction, il faut qu'il y ait contradiction, et une authentique bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a il faut de la contradiction, mais il faut la doser, parce qu'il ne faut pas qu'elle vire sur de la contrariété. Là, on perd le bénéfice, on n'a plus d'apprentissage. Donc voilà les principes. Et maintenant, je vous propose de voir comment ils ont été implémentés dans la solution. Première chose, le premier, on le saute délibérément. On passe à adosser une méthode. Vous l'avez déjà vu, Karim en a parlé. Le co-développement, à la base, c'est déjà quelque chose d'extrêmement cadrant. Il y a une méthode très solide. Donc pourquoi s'en priver? La solution est construite directement sur les 6 étapes. Deuxième point, promouvoir la coopération. Et là aussi, quelque part, on en appelle directement à la méthode. Les principes même du co-développement professionnel font que l'on cherche la coopération. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va pouvoir améliorer la qualité d'écoute, de questionnement, d'observation, qu'on va pouvoir apprendre des situations rencontrées par les membres du groupe, prendre du recul, chose extrêmement importante dans l'apprentissage. On apprend et on prend du recul par rapport à ce qu'on apprend, par rapport à son métier, par rapport à ses pratiques. On sort des situations professionnelles bloquantes parce qu'on bénéficie de tous les autres participants. Et on soutient le groupe en retour pour faire émerger des solutions. Donc là, vous voyez bien, le raccord est direct avec la méthode en elle-même. Alors, ce qu'amène maintenant la couche de digital, on a bien traité les sciences cognitives, la couche de digital maintenant, c'est évidemment la visioconférence. Donc Skype le fait très bien, en soi, pas de problème. Vous avez vu aussi qu'au-delà de la visioconférence, il y a un outil derrière de texte. Mais là, juste pour souligner sur les ressentis, donc déjà, on a visé une solution d'excellence en termes de rendu de l'image. Là, malheureusement, on subit un affichage qui est un affichage par des GIFs. Donc la qualité de l'image est très bas débit, ça saccade. Donc c'est le format lui-même. Mais on a cherché la fluidité. Autre part, on a cherché aussi à faire que la manière dont les personnes sont affichées à l'écran font sens aussi. On rassemble les personnes qui sont en train d'échanger. Comment? Ah, je vais accélérer. Chose importante en termes de principe, doser la contradiction. Et là, ça veut dire distribuer les tours de parole. Et ça, c'est le rôle de l'animateur qui va avoir la capacité de survoir ce que les participants soumettent comme proposition, comme question, avant de les partager au groupe. Donc il va avoir un rôle de modération très fort. Je peux dire que l'interface, pour aller vraiment vite sur ces points, mais on pourra en reparler à l'extérieur, vise aussi la réduction de la charge cognitive, notamment en évitant que le client, qui a déjà son problème, ait à rédiger, à prendre des notes dans tous les sens. Et là, il bénéficie de l'historisation et du fait que tous les participants puissent saisir du texte également. Enfin, on peut dire qu'il y a l'idée de pérenniser les apprentissages à travers des relevés de séance qui permettent à l'issue des confrontations d'avoir encore une trace, et ça on ne l'avait pas dans les autres solutions, ni téléphone, ni dans Skype, qui permet de ressortir avec un relevé l'intégralité des conversations, des retours qui ont été discutés. Désolé de t'avoir pressé. On termine juste là-dessus. En résumé de ce qu'on a fait, on a eu besoin d'un contexte. Ce contexte, c'était notamment un besoin client, une problématique client. On a utilisé les retours, donc les expériences qu'on a fait avec eux. Au travers d'une approche test and learn, on a testé des choses. L'audioconf, ça n'a pas marché. Visioconf, ça marchait mieux. On a appris des choses. On est parti de parti pris. À la fois la démarche, on s'est vraiment appuyé sur le co-développement professionnel québécois et les partis pris cognitifs que Sébastien vient de vous montrer. Pourquoi est-ce qu'on veut intégrer différents types d'interactions? Voilà, pour avoir une solution qui est en constante évolution, c'est-à-dire on continue à prendre les retours et on est sur quelque chose de vraiment itératif. Merci à tous. Désolé d'avoir débordé de quelques minutes. Pour ceux qui veulent continuer à discuter avec nous, on est sur le stand A20, si c'est correct. Voilà. Et vous avez des informations de contact en dessous.